Cette semaine, on reste dans les capitaines corsaires, mais on va dans un tout autre style, on va parler de Doffy. Quelles sont les inspirations cachées derrière ces lieutenants? D'où vient ce style oméga cool de Doffy? Bref, on va percer tous les secrets de la création de cet équipage qui s'appelle la Don Quichotte Family, mais qui est plus proche d'une mafia que de l'équipage de Barbe Blanche. Spoiler alerte, on va évidemment pas plus loin que l'arc de Dressrosa. Bon ça va, ça date un peu. Dressrosa, c'est l'arc espagnol. On retrouve des noms, des références littéraires, et Dressrosa elle-même est inspirée du parc Güell à Barcelone. Toute la ville est imaginée avec l'architecture de ce parc pour lui donner une vibe, une atmosphère catalane. C'est vraiment la manière de faire des Turo Oda, de connecter des éléments de notre réalité pour les connecter avec des éléments de son manga. Et c'est là-dessus aussi qu'Oda, c'est un dieu vivant, c'est pas que pour le foreshadowing. Le mec, il nous crée des centaines de personnages et on se souvient de tous. D'ailleurs, on se souvient même de leurs prénoms, quoi. Bon, comme j'ai sous-entendu, la Don Quichotte Family, c'est pas tellement une famille. En fait, sous les ordres de Doffy, il y a 4 lieutenants qui occupent un siège en rapport avec les symboles de cartes à jouer. Donc carreau, trèfle, cœur et pique. Et dans l'arc de Dressrosa, l'unité de cœur n'est pas formée quand l'équipage du chapeau de paille débarque. Donc aujourd'hui, on va voir ces 3 unités, Doflamingo et bien sûr son frère Rocinante. L'accent, c'était pas nécessaire. L'armée de Trébol, l'équipe aux pouvoirs spéciaux. Trébol, le mec qui porte pas un vrai manteau. Trébol, qui signifie trèfle en espagnol, a pour mission principale d'être le garde du corps de Sugar. Son fruit du démon, le fruit du poisse-poisse, mais aussi sa posture, sa corpulence et sa tenue le font ressembler à un escargot géant. Et en fait, en dessous, on dirait qu'il est hyper corpulent, qu'il prend beaucoup de place et qu'il est hyper massif. Mais c'est comme un escargot avec sa coquille, lui en dessous, il est tout maigre. Son caractère le rapproche de la nature de son fruit puisqu'il est super collant. Il se rapproche des gens là avec sa morve, avec sa goutte au nez et sa forme de barbe qui dégouline. Ça rappelle constamment son fruit du démon visqueux et bien dégueu. Il porte aussi un sceptre enflammé en forme de trèfle, et ça depuis qu'il a pris la place du lieutenant de trèfle. Avant ça, il utilisait une canne. Il a peut-être des problèmes de dos, hein, on va pas juger. Et il est vraiment contradictoire dans son design Trébol parce que le sceptre, c'est le symbole du pouvoir et de la royauté. Ça rappelle que Trébol conseille Doflamingo comme on le voit dans les flashbacks. Et c'est lui qui a instillé dans son esprit ses ambitions de devenir roi, ses rêves de grandeur, et c'est lui qui a gonflé son ego de dragon céleste, on le rappelle. L'ego Doflamingo, il en a toujours eu. Mais avec Trébol, il s'est trouvé un conseiller qui agit discrètement et qui a participé à la montée en puissance de Doffy et à sa prise de pouvoir. Trébol, à côté de ce sceptre, il porte des chaînes d'esclaves aux pieds. C'est carrément l'opposé. Ça lui donne un style un peu farfelu. Mais en vrai, les chaînes aux pieds osef, parce qu'on les voit pas, elles sont cachées par son manteau. Trébol, c'est même lui qui amène son fruit du démon à Doflamingo. Et il a un côté chef mafieux avec son costard et son gun. C'est un peu le cliché mafieux du vieux chef de famille qui continue de chapeauter un petit peu le business avant de laisser les rênes à son successeur. Et son côté machiavélique, il est un peu sous-coté, je trouve. Viola ou Violette, la danseuse. Est-ce que vous êtes comme moi et que la robe de Viola, vous l'avez trop kiffée? Ouais, je parle de sa robe avec ses 4 couches de froufrou. Elle représente vraiment la danseuse typique de flamenco espagnol. Et ce type de robe s'appelle une bailaora, et c'est vraiment une robe de danseuse de flamenco comme elles en portent en Andalousie. Et vous voyez ce motif de pois? Oda l'a pas choisi par hasard. C'est un motif qui revient souvent sur ce genre de robes qui sont ajustées sur le buste et qui descendent jusqu'aux chevilles en étant plus larges aux pieds. Ça crée vraiment une sorte de traîne pour aider à amplifier et rajouter de l'esthétique au mouvement de la danseuse. Niveau couleur de robe, on reste dans le rouge, le violacé par rapport à son nom. Viola, elle rappelle le personnage de Carmen de la nouvelle de Prosper Mérimée et adapté dans l'opéra de Carmen de 1875. Toutes les deux sont des danseuses de flamenco et toutes les deux utilisent leur charme pour arriver à leur fin et manipuler les hommes. Jora, la spécialiste de l'art. Le fruit du démon de Jora, c'est le fruit de l'art. Ce fruit lui permet de transformer tout ce qu'elle touche en forme d'art et du coup d'enfermer ses adversaires dans des œuvres d'art. Mais elle les transforme pas en n'importe quelle œuvre d'art, c'est tout ce qui est surréalisme et expressionnisme. 2 courants artistiques qui datent du début du XXe siècle et les artistes de ces époques utilisaient soit leur psyché pour tout ce qui est surréalisme, soit leurs états d'âme pour tout ce qui est expressionnisme pour créer toutes leurs œuvres. Le résultat sur l'esthétique du manga à ce moment-là, ça rappelle énormément les peintures surréalistes de Juan Miró. Évidemment, un peintre espagnol, sinon ça serait pas drôle. Dans son style, on a vraiment un mix de couleurs vives avec des formes complètement abstraites. Et quand Jora transforme Brooke, la forme de son crâne, de son visage, ou de ce qu'il en est quoi, c'est un clin d'œil à l'un des tableaux les plus connus du monde, le tableau Le Cri du peintre expressionniste Edward Munch. Jora, ça veut dire amélioration en espagnol, rapport avec ses pouvoirs qui améliorent l'aspect artistique des personnes et des objets qu'elle touche. Bon, sinon, ça reste entre nous, mais Jora, elle a quand même vieilli de manière beaucoup trop spectaculaire entre ses 45 et ses 61 ans, non? Sugar, la pièce maîtresse. Sugar a l'apparence d'une petite fille de 8 ans, alors qu'en vrai, elle a 22 ans. Un peu comme Tatsumaki dans One Punch Man, mais avec un peu moins de capacité de destruction quand même, faut pas abuser. En fait, sa croissance a été stoppée à cause de son fruit du démon, le fruit du joujou, qui peut transformer n'importe quelle personne en jouet et lui effacer ses souvenirs. C'est oméga cheat!
Peut-être le fruit le plus cheat de tout One Piece. Donc cette meuf, si elle touche quelqu'un, elle le bat comme ça en 1v1. Ou alors tu peux counter ça avec un acquis du renforcement. Je vois que ça en counter. T'en penses quoi toi? Sur sa tenue, on a des références à son fruit, comme la capuche de sa cape qui a des oreilles d'ourson. Elle fait rien pour être prise pour une adulte aussi. En même temps, les oreilles d'ourson, c'est très doux. Il y a un truc qui m'a intriguée dans son apparence, c'est son monocle. Enfin, sa lunette. Bon, déjà, il a une forme de cache-œil pirate, genre avec le petit bandeau qui va sur le visage et tout. Mais il y a moyen aussi que ce soit une référence au détecteur des Saiyans dans Dragon Ball. Et histoire qu'on comprenne bien qu'elle est hyper importante pour Doffy, et dans cet arc tout court, Oda lui a mis une petite couronne sur la tête. C'est vraiment la reine de trèfle, quoi. Ah, et elle m'a l'air grave inspirée de Daya Higashikata de la saison 8 de JoJo qui est sortie en 2011. Pour son pouvoir qui est quasiment le même, et aussi pour son style avec sa fameuse capuche ourson. L'arc de Dressrosa date de 2013, et plus je regarde les deux persos, plus je me dis mais c'est obligé, il y a une inspiration. L'armée de Diamante, les superstars du Colisée. Diamante, le matador. Le physique de Diamante, oui ça veut dire diamant en espagnol, est inspiré du physique du chanteur Steven Tyler du groupe Aerosmith. Ils ont la même mâchoire, mais aussi la même manière de tenir leur micro et même de chanter. En fait, c'est une rockstar, mais à la sauce pirate, avec l'épée et le bicorne pirate. Mais Diamante, c'est aussi évidemment un torero par son pouvoir, il a le fruit du drapeau. Le fruit du drapeau de Diamante transforme tout ce qu'il touche en drapeau, comme la cape des toreros. Il y a une esthétique de fou avec son collier en plume jaune quand il affronte Rebecca dans le champ de tournesol. Genre lui, c'est le boss des tournesols, il est plus haut, il dépasse, tu vois, mais il est tout jaune. C'est quand même très graphique One Piece pour ça. Mais est-ce que Oda a imaginé et designé ce perso comme ça, juste pour cette scène-là? Ou à l'inverse, il s'est dit vas-y, je vais faire cette scène comme ça, parce que le gars il est habillé comme ça. Il y a trop de questions, à chaque fois que je reviens en facecam, je vous pose des questions. Faut être au taquet ici. Pour lier son style avec le carreau, parce que Diamante occupe la place de carreau, il a des plaques dorées sur sa ceinture et des plaques en forme de losange sur son pantalon. Sa cape a des symboles de carreau tout simplement, et même le bas de sa cape se termine en pointe. Tout est un peu acéré dans son chara design, et sa couronne de fleurs au-dessus de sa tête, ça lui rajoute des pointes supplémentaires. Senior Pink, le grand bébé. Senior Pink, il y a trop de trucs à dire sur ce perso. Il a un background très riche avec sa tétine et sa capuche de bébé qui appartenait à son fils décédé Gimlet. Et histoire de renforcer le truc, il se balade en slip avec un t-shirt trop petit pour lui et sur ce t-shirt il y a écrit Let's Baby. Et Oda, comme d'hab, il est super malin parce que dès que tu découvres le perso, tu te dis mais what the fuck, c'est quoi ce mec? Forcément, toi en tant que spectateur, tu juges sur l'apparence, tu le connais pas, tu te dis il a un flow dégueulasse. Je suis peut-être un peu dure avec lui, mais franchement, je me baladerais pas comme ça dans la rue. Mais grâce à un flashback, on comprend que la tenue de Senior Pink, elle a une signification qui est hyper profonde. Genre ce mec-là, il a tout perdu, il a perdu sa femme, il a perdu son fils, et en fait, il se fout de son apparence, il a plus rien à perdre. Et en fait, malgré tout ça, il vit encore dans le passé, parce qu'il garde cette tenue qu'il portait quand il allait voir sa femme à l'hôpital. Je crois que je vais aller faire un tour. Justement, Senior Pink, c'est l'histoire d'un mec qui était propre sur lui, et ce qu'il reste de son style d'avant, c'est son foulard, ses lunettes de soleil et ses chaussures de costume, des penny loafers. Pour son foulard, on a encore un motif à pois, comme la robe de Viola, mais aussi comme la robe de Sugar. Et je me suis renseignée, enfin François s'est renseigné, sur ce motif à pois et voir sa place dans la culture espagnole. A priori, ce motif à pois, il vient surtout des milieux gitans et bohémiens. Donc Oda a donné un petit style gitan à Senior Pink, un petit côté marginal, en lui mettant ses motifs sur son foulard. Voilà, c'est cadeau. McVise, l'homme poids lourd. Il porte une tenue qui est très proche du corps. En fait, c'est un juste au corps de catcheur et il porte aussi un gros bouclier en forme de croix dans son dos. Cette tenue, elle lui permet d'optimiser son pouvoir parce que son fruit du démon, le fruit d'Eton, lui permet de faire varier son poids pour se projeter dans les airs et s'écraser sur sa cible. Et quand on se projette sur les gens, bah tu vois, tu vas pas le faire en chemise, ça va pas s'accrocher et tout. Tu optimises, faut que ce soit fit, faut que ça moule ton corps. Ça fait un peu gymnaste, mais le gymnaste qui fonce sur les gens. Niveau corpulence, il ressemble à un tanuki. Et dans le folklore japonais, les tanuki, ils sont assez dodus. Il a même la queue, s'il te plaît. Le motif de poil sur son maillot, ça rappelle la fourrure du tanuki, mais c'est surtout en lien avec son torse tout velu, et ça déborde même de partout. Oh, et sa casquette, elle ressemble à celle de Mr. Bison dans Street Fighter, customisée avec des lanières qu'on trouve sur les chapeaux des aviateurs, puisque le mec, n'oublions pas qu'il vole avant de s'écraser. Et cerise sur le chapeau, le Jolly Roger de Doflamingo. Laoji, le membre le plus âgé de l'équipage. Laoji, c'est le papy expert en arts martiaux, le vieux maître qui a passé sa vie à cultiver les secrets du kung-fu et autres techniques de combat. Mais pas du tout dans un style vieux maître cliché asiatique en kimono. Non, Laoji porte une combinaison de super-héros inspirés des Super Sentai, le genre de série japonaise qui a permis entre autres la création des Power Rangers. Laoji a toujours eu un côté loufoque et décalé pour un expert en arts martiaux. À 54 ans, il avait un chapeau lapin. À 60, il s'est dit « Ok, je vais changer pour un chapeau de panthère ou d'hippopotame ».
Et d'une certaine manière, on peut supposer que cette façon de s'habiller lui permet de se sentir encore jeune et encore dans le coup. En fait, Laoji est inspiré de Tokijiro Keizo du manga Cyborg Grandpa-G. Moi perso, il me fait penser à Netero dans Hunter x Hunter quand il met ses mains comme ça là, en forme de cœur. D'ailleurs, quand il devient super musclé, c'est un hommage à Dragon Ball avec Tortue Géniale qui lui aussi est tout rachitique avant de devenir hyper balèze. Dellinger, l'homme poisson. Dellinger est moitié humain et moitié homme poisson, et plus précisément moitié homme poisson combattant. Il a un physique androgyne avec ses vêtements très ajustés, ses talons et ses jambes épilées, et c'est d'autant plus cool quand on sait qu'il se bat avec des coups de pied. La casquette sur sa tête a un symbole de poisson combattant comme on peut en voir dans l'arène ou plus généralement à Dressrosa. Petite espèce endémique de Dressrosa. Et les cornes qui sortent de sa casquette, c'est pas des accessoires, c'est des vraies cornes. Pas hyper pratique quand tu dois enfoncer ta casquette sur tes cornes. Oda a révélé que l'apparence féminine des jambes de Dellinger est due à l'éducation que Jora lui a donnée. Du coup, en raison de ça, il a pris l'habitude de s'épiler les jambes régulièrement. J'aime trop que Oda révèle ce genre de petits trucs croustillants dans les SBS, tu vois. La trame principale de l'histoire de Dressrosa, elle est déjà assez chargée, alors si en plus il faut rajouter une scène où Dellinger il est en train de se raser ou de s'épiler ou quoi, ce serait le bazar. L'armée de Pika, l'unité commando. Pika, le géant de pierre. Pour Pika, qui veut dire pique en espagnol, Oda a voulu faire dans l'évidence. On est quand même sur un perso qui a pris très au sérieux son rôle de lieutenant de pique. Il a des symboles de pique mais partout, le symbole de carte, mais il a aussi littéralement des piques sur lui, avec ses épaules et son casque qui sont pleins de piques. Et pourtant le mec il est presque tout nu. Sa corpulence est très particulière parce qu'il est hyper massif et son fruit du démon, le fruit de la caillasse, lui permet d'absorber la pierre, de se fondre dedans et de la contrôler. Et cette capacité, elle ressemble beaucoup au mythe grec de Anté, le fils de Poséidon et de Gaïa, qui défiait tous les voyageurs au combat. Le mec, il était invincible tant qu'il était au contact avec la terre. Mais il a été battu par Héraclès dans les airs, un peu comme Zoro qui a vaincu Pika. A l'origine, Pika a failli avoir une carrure normale, mais genre armé jusqu'aux dents. Mais il était prévu qu'il soit beaucoup plus intelligent. Je pense qu'Oda, il a voulu faire en sorte que ses lieutenants soient un peu moins intelligents que Doffy pour vraiment genre pas outshine Doffy. Gladius, le mystérieux. Gladius, c'est le mec mystérieux de la bande. La moitié de son visage est caché par un masque et il porte des lunettes sur ses yeux. Et il est pas tellement dans la vibe espagnole. Gladius, ça veut dire glaive en latin, et sa tenue s'accorde pas particulièrement avec celle du reste de l'équipage. Il porte un long manteau avec des rouages, et sa silhouette et son style ont été totalement inspirés du personnage l'architecte dans Batman. C'est un truc de ouf comment Oda il a dû passer des heures et des heures à mater des films et tout pour piocher plein d'idées et plein d'inspirations. Baby Five, la soubrette armée. Baby Five, elle est pas habillée en soubrette, elle est habillée en maid. Les maids, c'est des serveuses qui travaillent dans les maid cafés au Japon. Et les maid cafés, c'est hyper populaire à Tokyo par exemple. L'uniforme de la maid, c'est la robe, le tablier et le couvre-chef en dentelle. Donc avec Baby Five, on est parfaitement dans le thème. Cette tenue est aussi parfaitement en accord avec la personnalité de Baby Five, parce qu'elle adore être au service des autres. Sinon, elle a mangé le Armor Free qui lui permet de transformer tout ou partie de son corps en n'importe quel type d'arme. Sa forme en Missile Girl est inspirée du personnage Torpedo Girl du manga Bobobo, duquel Oda a puisé énormément d'inspiration. Buffalo, l'homme rotation. Buffalo a la capacité de faire tourner certaines parties de son corps grâce à son fruit du démon, le fruit du tournis. Du coup, il se transforme en avion à hélice quand il fait tourner ses cheveux et les franges de ses bottines. Donc en vrai, si on lui retire ses bottines, il peut plus voler. En vrai, c'est plus facile de faire ça pour le neutraliser plutôt que lui balancer un giga éclair dans la gueule. Au final, ce perso, il est quand même vachement intéressant parce que dans One Piece, il y a peu de personnages qui sont capables de voler. J'essaye pas de vous le vendre, je dis juste que son pouvoir, il est quand même un peu stylé. Don Quichotte Doflamingo, le Joker. On a gardé évidemment le meilleur pour la fin, Doflamingo! Doflamingo, par rapport au reste de tout son équipage, qui est classé en fonction des symboles des cartes à jouer, lui, il est complètement à part. Lui, c'est le Joker. Ce surnom du Joker, c'est pas juste en rapport avec les cartes. Il est appelé comme ça dans le Nouveau Monde en sa qualité de boss de la pègre. Bien sûr, on peut voir un clin d'œil au Joker de Batman, surtout après la référence 100% officielle de Gladius inspirée de l'architecte. Bon, pour en revenir à Doffy, son grand sourire, son côté psychopathe et son intelligence dans ses plans rappellent forcément le Joker. En plus, si on considère que le Joker veut prendre le contrôle de Gotham, alors Doflamingo est un Joker qui a réussi en devenant le roi de Dressrosa, en prenant le pouvoir de manière pas super réglo. On reste dans les comics avec le pouvoir de Doflamingo qui est de pouvoir s'accrocher aux nuages, qui fait énormément penser au fil de Spider-Man qui lui permettent de s'accrocher sur les murs. La forme de ses lunettes aussi, elle ressemble beaucoup aux yeux du masque de Spider-Man. Ouais, mais en fait l'inspiration elle vient officiellement de Kamen Rider, un autre manga dont Oda s'est inspiré pour d'autres personnages de One Piece. Kamen Rider, ok. Et ça a aucun rapport, mais moi, Doffy, son pouvoir, il me fait penser à Machi dans Hunter x Hunter. Doffy et Machi peuvent manipuler des gens comme des marionnettes, mais en fait, Doflamingo, il est quand même beaucoup plus puissant.
Il peut vraiment utiliser ses fils comme des armes pour blesser ses adversaires et c'est vraiment hyper solide. Il a une super grande portée, même quand il crée la cage à oiseaux, il peut couper des bâtiments. Quoi qu'il en soit, niveau style, Doffy, on le remarque. Il a vraiment le look de la superstar avec ses chemises ouvertes, ses lunettes rouges et son super manteau en plume de flamant rose. Le manteau participe de ouf à l'aura de Doflamingo. Mais tu crées ça dans la réalité, ça ressemble à rien. C'est juste que dans One Piece, c'est hyper beau, c'est trop esthétique. Bref, le manteau de Doffy, cette couleur rose, c'est donc des plumes de flamant rose. Et flamant rose, ça se dit pink flamingo en anglais. Donc le flamant rose, c'est vraiment son animal fétiche. Avec ce manteau, il y a en plus une ressemblance avec Michel Polnareff, le chanteur français, qui est en plus hyper populaire au Japon, parce qu'il a inspiré d'autres personnages iconiques, genre Jean-Pierre Polnareff dans JoJo's Bizarre Adventure. Ce manteau, il accentue la silhouette de Doffy, et ça donne l'impression qu'il est bien plus massif qu'il l'est vraiment. Ces chaussures sont des chaussures de danse qui sont portées par les danseurs de flamenco. Et comme ça, avec Viola, la boucle est bouclée, c'est QFD. Pour finir, son nom Don Quichotte, c'est une référence au roman éponyme de Cervantes qui date de 1605. D'autant plus que le compagnon de route de Don Quichotte dans le livre, c'est Rocinante, son cheval, et dans One Piece, c'est pas exactement sa monture, mais son frère. Don Quichotte Rocinante, le frère de Doffy. Donc, Eiichiro Oda a décidé de lier Doffy et son frère par une œuvre littéraire. Mais en plus, ils sont liés dans leur style avec leur gros manteau en plume. Si Doflamingo c'est le flamant rose, Rocinante c'est plutôt le vilain petit canard, ou plutôt le corbeau avec son gros manteau en plume noire. Et le corbeau est un oiseau qui n'a pas exactement la même réputation que le flamant rose, qui est synonyme de malheur, de mort et de ténèbres dans les superstitions. Sa tenue fait clairement référence à son grade de lieutenant de cœur. Il y a plein de cœurs sur sa chemise et sur les extrémités de son bonnet. Mais il a aussi un côté de Joker dans son maquillage avec son immense sourire. Il ressemble aussi à Alex Delarge du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick pour son maquillage avec un seul fossile. Ça leur donne exactement le même regard. Mais vraiment, c'est le meilleur personnage Rocinante. Le truc que j'ai le plus kiffé dans cet arc, c'est les corpulences des personnages qui varient énormément. Et pour le coup, mais genre vraiment énormément. Et ça varie en fait avec l'âge. Et Eiichiro Oda, il nous montre que le temps il passe et que notre corps il change. Et ça, c'est hyper important pour la cohérence de l'histoire. Parce que quand les Mugiwara ils arrivent à Dressrosa, en fait ils croisent des personnages qui ont déjà eu un vécu. Donc ça montre qu'il y a une vie en dehors des Mugiwara et qu'il y a une vie en dehors de l'histoire qu'on suit et des personnages principaux. Ah, on n'a pas parlé de Monet, ni de Vergo, même s'ils sont dans l'équipage. On parlera d'eux quand on fera la vidéo sur Punk Hazard, et au passage, on y mettra l'eau. C'est le petit moment confession. Je profite de cette vidéo pour vous demander si vous aviez un fruit du démon, lequel ce serait. Parce que moi, je surkiffe celui de Rocinante. C'est le meilleur fruit du monde. Ok, il est pas très puissant comme fruit du démon, mais il est hyper pratique. Tes voisins, ils t'emmerdent, tu te mets dans ta bulle. T'as envie d'avoir une petite conversation privée, un truc hyper important, tu te mets dans ta bulle. En plus, c'est discret, c'est tranquille, personne voit ça. Bref, étonnez-moi, je veux savoir quel fruit du démon vous voulez avoir. Et évidemment, je porte le meilleur t-shirt du monde, je me suis mis dans le thème de One Piece. Je le dis à la fin de la vidéo. Bref, merci pour toute la force que vous envoyez pour nos vidéos. Là, vous voyez, c'est un gros morceau. On savait qu'on devait se préparer parce que c'était beaucoup de taf. À chaque fois que je dis que c'est beaucoup de taf, mais là, on a traversé une période un peu solide. Donc là, tous vos retours, ça nous donne à chaque fois tellement d'énergie quand on lit tous les commentaires en dessous des vidéos. Ça donne masse force parce que là, ça fait 3 mois qu'on est hyper rigoureux sur YouTube. Toutes les semaines, on vous sort une vidéo. Même quand on peut pas, on se speed, on fait à donf. C'était une période un peu chaude, mais là, c'est bon, ça va mieux, on va régène et continuer de vous balancer plein d'infos. On a fait le tour, j'espère que vous avez kiffé. Bref, posez-vous bien, bonne fête à vous et à la prochaine. Ciao!